Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de Club Internet, le podcast de Numérama consacré aux histoires mirobolantes de la tech et de la pop culture. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe de Numérama. Bonjour Marie. Hello. Ça va bien Marie? Ouais, je suis très contente d'être là, c'est mon premier podcast. Je pense que ça va être le meilleur. Certainement. Le meilleur de l'histoire de Numérama. C'est probablement le cas, déjà. Je vais me faire tuer par Julien. Et donc Marie n'est pas la seule personne autour de moi à cette table aujourd'hui, puisque nous accueillons Morgane Hortin dans ce numéro que nous allons consacrer à l'amour sur Internet. Bonjour Morgane. Salut les filles. Comment vas-tu Morgane? Écoutez, très bien, c'est mon premier podcast aussi, donc un jour historique. Effectivement pour Numérama et Club Internet. Alors Morgane, tu es la créatrice d'un compte Instagram que j'invite tous nos auditeurs ou nos auditrices à googler immédiatement si elles ou ils ne le connaissent pas. Mais tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde le connaît, oui c'est vrai. Comment ai-je pu sous-estimer les auditeurs et les auditrices de Numérama? Je ne comprends pas. Donc ce compte s'appelle Amour Solitaire. Je vais essayer de le présenter en quelques mots, mais je te laisse après nous le présenter en détail. Donc sur ce réseau social, a priori dédié aux belles photos de nourriture, aux petits chatons mignons, Morgane a choisi de publier des textes. Mais pas n'importe quel type de texte, des SMS amoureux. Donc sur cette page, elle publie des messages que lui envoient de véritables personnes sous couvert d'anonymat. Et tout ceci parle toujours d'amour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Morgane ? Ouais, bien sûr. Alors Amour Solitaire, c'est un projet qui a un peu plus d'1 an maintenant et qui à la base n'était pas du tout voué à devenir ce qu'il est en train de devenir. Donc c'est un peu la magie d'Internet et la magie d'un projet qui est hyper naïf à la base. Il y avait que mes messages d'amour en fait dessus. C'était un projet super personnel, qui n'avait pas du tout vocation à devenir si important et si gros avec une telle communauté derrière. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait des appels à contribution. Donc j'ai ouvert le projet et j'ai reçu une quantité folle de messages en fait. On sait combien de messages maintenant que tu reçois Alors, en moyenne, par jour, 300. C'est vrai ? À peu près. Oh. C'est démentiel. Ouais, c'est génial. Oh, c'est fou. Pour combien d'abonnés ? 120 000 quasiment. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, c'est génial parce qu'au plus Amour Solitaire progresse et au plus il y a un mouvement de libération de la parole et au plus les gens m'envoient de messages. Donc, c'est un cercle vertueux. Et en fait, le projet a pris vraiment une autre ampleur à la fin de l'été dernier parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de presse et là, ça a donné une visibilité dingue au projet. Donc, pour moi, c'était hyper émouvant et hyper surprenant tout ce qui se passait parce que c'était pas du tout médité ou contrôlé de ma part. Bien au contraire, je me disais, wow, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. C'est une tempête médiatique folle. Quoi. Et c'est génial. Et derrière le projet, même si c'était quelque chose d'assez personnel, j'avais des idées assez militantes derrière qui, au fur et à mesure du développement du projet, se sont affirmées. Et un projet qui était à la base littéraire est en train de devenir un projet militant. Donc c'est militant super. Comment ? À quel titre ? Alors, j'ai créé ce projet pour différentes raisons. Déjà, c'est parce que j'en avais marre d'entendre partout, dans la presse et les médias, que la lettre était morte, que les jeunes ne savaient plus écrire, que la technologie nous aliénait complètement, qu'on faisait des terribles fautes, que l'image, les photos, les emojis avaient complètement remplacé les mots. En fait, j'ai toujours pensé que ce discours était faux parce qu'on s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Je veux dire, avec les mails, la discussion instantanée, les SMS, les chats, les sites de rencontres. C'est épuisant. Ouais, et en fait, on s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui et surtout, on écrit bien en fait. C'est faux ce qu'on entend partout. On est toujours un peu dans un discours passéiste où on se dit que les gens n'écrivent plus, qu'il y a plus de belles choses qui se font aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'oriente pas le regard vers les bonnes choses et qu'on a un peu un regard discréditant. Et puis c'est un peu un truc de vieux de dire que les jeunes savent pas écrire. Enfin, ça reste un espèce de cliché maintenant où ils sont restés bloqués dans une ère où t'écrivais en langage SMS sur MSN. Ouais, tout à fait. Mais c'est juste que eux, chaque personne grandit, on passe tous par ce petit moment de t'as 11 ans et t'écris C à la place de C apostrophe EST. Mais ça passe quoi. Et du coup, ce projet-là permet de mettre ça en avant. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même un discours qui est assez répandu qu'on ne sait plus écrire et qu'en fait on est toujours dans un discours un peu mélancolique avec la lettre d'amour qui est morte et on ne s'écrit plus de lettre d'amour alors que putain on s'en écrit toute la journée et en fait juste faut le montrer. Et donc c'était déjà ça le premier constat qui a été vérifié en fait avec Amour Solitaire. Enfin, je le vois au nombre de contributions que j'ai, à la qualité des contributions surtout, c'est juste dingue. Les gens écrivent et écrivent très bien. Et la deuxième idée qui est un peu forte, qu'il y avait derrière le projet de prime abord, c'est que
en fait, j'ai un peu construit ce projet pour tuer ce dicton de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, qu'on connaît tous, je pense, et qui m'insupporte au plus haut point. Et en fait, ce projet, c'est un peu aussi œuvré pour une nouvelle légitimité du sentiment amoureux. Pendant longtemps, c'est le sexe qui a été tabou. Maintenant, c'est le sentiment. Et on a l'impression que c'est un signe de faiblesse, comme si la sensibilité, les émotions, les sentiments, c'était un signe de faiblesse, qu'il fallait pas mettre en avant parce que ça faisait forcément fuir quelqu'un. Alors que finalement, on attend tous une seule chose, c'est que de tomber amoureux de quelqu'un, que quelqu'un tombe amoureux de nous. Et en fait, c'est un peu aussi œuvrer pour une libération de la parole. Toute cette année, on a beaucoup entendu ce terme qui a été employé plutôt pour de la dénonciation. Et en fait, on a des paroles à libérer aussi dans le sens positif du terme, parce qu'en fait, c'est rare les gens qui arrivent à dire ce qu'ils ressentent, à dire je t'aime, à s'exprimer. Et en fait, c'est tellement libérateur, et c'est un peu le mouvement que j'essaie d'initier, que j'appelle la révolution de l'amour, qui est de dire allez-y, en fait, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, arrêtez de vous cacher derrière la pudeur, la peur, c'est tellement important. En fait, on est des humains et on a tendance à l'oublier, en fait. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui est dans la culture très ancré, le nombre de séries dans les 10 dernières années où tu as 2 personnages qui discutent en disant non mais lui réponds pas, attends 3 jours, fais-toi désirer, il faut pas avoir l'air trop needy, il faut pas se montrer trop attaché. Les garçons font ça, les filles font pas ça, ce genre de également discours. Ce genre de stéréotypes, ouais. Et c'est vrai que pour se sortir de ça, il va falloir beaucoup faire avancer les choses, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, notamment dans la représentation aujourd'hui de ce qui est quelqu'un de désirable et comment être désiré, et le fait je sais pas, moi dans le début de mes flirts, j'ai toujours du mal à répondre hyper vite, parce que j'ai toujours tendance à répondre hyper vite personnellement, et tu sais que tu passes un peu pour la personne qui est là, quoi, qui attend, et qui est tu m'écris, je te réponds, enfin, aucune. Ouais, bien sûr. Après, c'est un mouvement qui est général, qui est de dire aux gens de vraiment les pousser à s'exprimer. On peut bien entendu maintenir un peu de séduction, se faire désirer et tout. C'est pas tant la question, mais c'est vraiment de plus faire de la sensibilité une faiblesse, en fait, et au contraire de montrer aux gens que c'est une belle chose. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens se jettent à l'eau, parce qu'en fait, quand ils voient qu'un message magnifique qui a été écrit et qui pourrait être caractérisé comme étant écrit par quelqu'un de fragile, entre guillemets, en fait, on voit qu'il est tellement applaudi sur Amour solitaire. Les gens en sont dingues, quoi. Ouais. Ils sont 7000 à liker ce truc et à commenter en disant que c'est magnifique. Donc, il y a un peu une prise de conscience de libération. Et du coup, ça se passe comment, toi, quand tu reçois... Parce que j'avais cru lire à un moment que t'expliquais que tu reformais, tu faisais une mise en forme très classique ça ressemble à des iMessage que tu échanges donc sur iOS. Est-ce qu'on t'envoie n'importe quel type de SMS et toi tu réécris tout, et comment tu sélectionnes? Deux questions différentes. Ouais, bien sûr. Alors bon, déjà, non, l'amour n'existe pas que sur iPhone. C'est la question qu'on me pose souvent. Et non, c'est juste pour une question esthétique, en fait, pour le compte Instagram. Et c'est aussi parce que je retape tous les messages pour corriger les fautes d'orthographe. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Je change jamais les messages, je les coupe parfois, mais la seule chose que je fais, c'est que je corrige les fautes. Je suis un peu contrôle fric avec l'orthographe, donc j'ai du mal à les laisser passer. Donc voilà, c'est pour ça que tout est mis en forme version iMessage. Si j'avais un Android, ce serait version Android. Et alors la sélection, comment elle s'opère ? Alors, la sélection, c'est une question qui est assez intéressante, parce que finalement, c'est plutôt subjectif. C'est pour ça que je me dis de plus en plus que je devrais laisser des personnes curater parfois le Instagram. À venir, je pense que ce sera possible. Mais alors, en fait, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus universel possible, mes choix. C'est-à-dire que il faut qu'on n'ait pas besoin d'un contexte pour comprendre un message. Il faut que n'importe qui puisse le comprendre sans savoir quand est-ce que ça a été écrit, par qui, comment. Il faut qu'il y ait quelque chose, en fait. Il faut que ça parle. Soit c'est très très bien écrit, soit c'est pas forcément très bien écrit, mais ça fait sourire, ça touche. Il faut qu'il y ait de l'émotion forte, en fait, et qu'il y ait quelque chose de particulier. C'est un peu abstrait de dire ça comme ça, mais je peux autant publier des choses qui sont très très bien écrites que tu vas faire un bordel dans mon cœur, qui est juste hyper incisif, hyper percutant, et que j'adore. Ouais, c'est encore plus beau, je trouve. Ouais, moi aussi j'adore. En fait, j'adore militer pour une nouvelle un peu valorisation de la langue, qui soit pas élitiste, mais voilà. Après, j'essaie de choisir aussi un panel qui représente l'amour de manière différente. Donc j'évite de publier que des messages de rupture pendant 3 jours, ou que des déclarations. Des primes. Ouais, j'essaie un peu de faire varier les longueurs, les tons. Voilà. Après, ça reste subjectif, évidemment. C'est un peu moi, ma sensibilité
possibilités. Est-ce qu'on t'a déjà, je te laisse après, est-ce qu'on t'a déjà reproché un certain choix de classe, le fait que ces messages ils sont quand même très bien écrits et c'est par des gens qui sont cultivés ou qui ont l'air en tout cas d'être assez cultivés. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui se perçoit du fait que, en gros, est-ce que les messages d'amour sont l'apanage d'une certaine classe aisée, ou est-ce que tu penses que ça transcende tous les milieux? Non, ça vraiment ça. Après, moi je vais pas, quand on m'envoie des messages, je vais pas regarder après qui me les envoie et tout, donc je sais pas. Mais honnêtement, Amour Solitaire, c'est du grand public. Là, on arrive à 120 000 abonnés. Il y a de tous les âges, ça vient de toutes les villes. Et vraiment, la conclusion d'Amour Solitaire, c'est que c'est universel, en fait, et que ça touche des gens dans le monde entier, de n'importe quel âge, qui font n'importe quelle profession, j'imagine. Je vois que c'est un panel qui est hyper varié parce que, justement, c'est universel. Donc non, on m'a jamais reproché ça parce que justement j'essaie de faire varier un peu les niveaux de langage. Je peux très bien publier ma vie est nulle à chier sans toi. C'est pour montrer aussi que n'importe qui peut participer et qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau excellent. Mais c'est savoir, justement, tu disais que tout ce que tu expliquais, c'était un peu abstrait. Bah justement, ne soyons pas abstraits. Moi, j'ai envie quand même de citer quelques-uns des messages que j'ai vus sur ta page, que j'ai trouvé super. Et après, je te demanderais si toi, t'en as un que t'aimes bien ou quelques-uns qui sont un petit peu tes petits chouchous. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, on dit que fumais-tu, mais qu'en est-il de l'amour? Ça, c'est beau. Un échange, donc un premier message et une réponse. Le premier, c'est je, J-E-U-X. Et le deuxième, c'est t'aime, T-H-E-M-E. Sympathique aussi. Une envolée un peu plus lyrique, sans vos bras, mes nuits sont nues. Là, la lettre d'amour, je crois, se porte très bien. Et elle est un petit dernier pour la route. La beauté, c'est le fruit de la lumière. Pardon, le bruit, excusez-moi. En plus, je hache ce beau message qui est superbe. La beauté, c'est le bruit de la lumière sur ton visage. Voilà. C'est marrant parce que moi, c'est les autres, c'est les bordeaux dans ton cœur et tout ça qui m'ont le plus, qui me touchent le plus. J'aime bien ce côté un peu brut et en même temps qui du coup, comme tu disais, l'amour est tellement suranné en ce moment et c'est tellement un peu compliqué de faire accepter la fragilité des sentiments que d'avoir des mots assez crus, assez simples qui cassent un peu cette envolée lyrique. Rien qu'en fait d'utiliser le mot amour aujourd'hui, en soi, ça peut être considéré comme une preuve de fragilité ou comme une mise à nu. Alors parce que c'est un mot qui devient presque tabou, comme tu le disais, et du coup le contrer avec des mots vachement forts et un peu crus, ça, je trouve ça assez fort. Toi, t'as parcouru ton Instagram en quelques secondes. Il y en a quelques-uns que tu. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai énormément de mal à y répondre parce que je reçois tellement de messages que déjà le peu que je publie, c'est déjà mes préférés. Mais un des derniers que j'ai publié, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Jouira bien qui jouira le dernier. Il est trop bien. Il est super. Ouais. Je l'adore. Mais est-ce que du coup, comme tu nous as dit que ça a commencé avec tes mots à toi, est-ce que si on remonte le compte Instagram à ses débuts, c'est juste tous tes messages? 800, ouais. Wow. Et je l'ai dit, en fait, c'est marrant parce que les gens se confient tellement à moi. Je me suis dit, il faut que moi aussi, je donne quelque chose de moi. Et donc, je l'ai dit. Et alors c'était trop marrant parce que j'ai fait une story sur ça et tout le monde a liké les premiers messages. Et je me disais, oh mon Dieu, tout le monde est en train de passer au scan. Là, je pense que tous les auditeurs auditrices ont envie d'aller remonter le fil. Alors, attends, c'est lequel le tout premier? Exactement. Trop marrant. Du coup, ça m'a donné envie, moi, de creuser un petit peu cette histoire donc de lettres d'amour. Et je voulais faire mon petit point études, voilà, parce que j'aime bien vous raconter, vous parler d'études sur Numérama, donc j'en profite. Point Nelly sociaux. Voilà, le point sociaux. Non, mais c'est intéressant finalement cette histoire que tu évoques, Morgane, avec la lettre d'amour et donc comment le téléphone finalement redevient un support de ce genre de déclaration. Et finalement, est-ce que le SMS c'est pas finalement ni plus ni moins que la nouvelle lettre d'amour? Et pour ça, j'ai été chercher les travaux de Corinne Martin, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Metz. Donc merci pour vos travaux. Et donc elle, effectivement, elle s'est aussi intéressée au lien entre téléphone portable et relations amoureuses. Et elle se demande si les SMS sont... On peut penser a priori que ce sont des messages en fait désincarnés où même le corps en fait n'est pas investi puisqu'il y a l'écran en fait qui fait barrière entre les personnes qui s'échangent des messages. Et finalement, elle va dire que c'est pas tant désincarné que ça. Donc a priori oui, parce que même la voix disparaît dans la communication à distance. Et en fait, elle a demandé à plusieurs couples d'étudiants de expliquer quelle place occupaient pour eux les SMS dans leur relation. Et même s'il y a toujours un écran dans leurs échanges, finalement ils arrivent à trouver des subterfuges
Donc c'est ça qu'elle fait observer. Par exemple, il y a une espèce de ritualisation dans les messages. Le fait d'envoyer un message au réveil ou au coucher, qui est un moment en plus propice au désir. Est-ce que par exemple ça c'est quelque chose que tu as pu observer dans les messages que tu as reçus, un côté un peu rituel, ritualisé dans les messages à des moments peut-être précis? C'est drôle parce que justement non, c'est marrant parce que en fait j'avais fait une story en demandant aux gens et vous, quelle est votre heure favorite pour envoyer un sexto? Et en fait, mais tout le monde m'avait dit, mais il n'y a pas d'heure, en fait, c'est toutes les heures. Et au plus elles sont surprenantes, au mieux c'est-à-dire que le petit sexto de 15 heures pendant la réunion, c'est le meilleur, quoi. Après, quand même, je dois dire qu'il y a beaucoup de messages qui sont écrits le soir alcoolisés. Donc, je ne fais pas la pub pour l'alcool, ce n'est pas bien, mais c'est un moment propice pour la déclaration. En plus, on revient sur ce qu'on disait. Finalement, si écrire un message de cette manière, c'est montrer une fragilité. Est-ce que, malheureusement, est-ce que c'est pas quand on a bu un ou deux verres qu'il y a les barrières qui tombent? Peut-être ça explique que beaucoup de messages soient envoyés à ce moment-là. Bien sûr, on a du courage tout à coup. Et le lendemain matin, c'est là où tu vois tout ce que tu as envoyé. J'ai envoyé ça vraiment? Mince. Et du coup, je finis mon petit point étude. Donc du coup, cette chercheuse en vient à dire qu'effectivement, le SMS est comparable aux échanges épistolaires, puisqu'il est en fait finalement quelque part à mi-chemin entre l'écrit et l'oral. Et elle dit que c'est un engagement tout autant affectif que physique et corporel, notamment dans l'acte lui-même d'écrire. Par exemple, dans les gens qu'elle a interrogés, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent leurs messages assis. Ils prennent vraiment le temps de s'asseoir et d'écrire leur petit message à leur conjoint ou leur conjointe, ou leur petit ami, peu importe le lien qui les unit. Il y a aussi donc tous les messages qui sont construits comme des poèmes. J'ai plus toute l'étude en tête, mais c'est intéressant. Il y a vraiment quelqu'un qui explique que il prend le temps d'écrire son petit message et il veut vraiment faire ça de manière rythmée, en poésie. J'ai reçu des haïkus même. Chaque nuit, tes bras, c'est des soupes. Non, je sais plus. Il faudrait le retrouver. Ouais, je le retrouverai. Mais... si tu le retrouves, ça pourrait être sympa. Attends. Dans ce cas-là, je termine du coup sur mon petit point. Du coup, elle explique aussi un autre aspect, c'est que donc il y a là qui lie complètement finalement le SMS à la lettre d'amour, c'est que ces mots, ces petits mots d'amour comme elles appellent, remplissent une fonction identique à celle des lettres amoureuses parce qu'ils sont conservés. En fait, il y a des gens qui expliquent, donc les gens qu'elle interroge, et ils expliquent qu'ils ont sauvegardé les messages, que c'est vraiment resté une trace écrite en fait de leur relation, et que finalement, par exemple, quand ils sont pas trop sûrs de leur relation, de leurs sentiments, etc., ils vont aller consulter les SMS ou tout ce qui a été échangé, en tout cas, que ce soit SMS ou d'autres moyens. C'est une trace écrite qu'ils gardent avec eux, et finalement, ça, c'est complètement semblable à la lettre d'amour qui est sûrement gardée quelque part dans un coin, dans un tiroir, et qui est ressortie régulièrement et relue. Vous avez vu, maintenant tu peux télécharger l'entièreté de ton historique de conversation avec ton ou ta bien-aimé et en faire un livre. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça, où tu peux carrément imprimer l'intégralité sous forme de livre de tes conversations avec la personne avec qui tu discutais pendant longtemps. D'ailleurs, toi, est-ce que du coup, en parlant de livres, est-ce que toi, c'est quelque chose qui est dans tes projets? Alors, vous savez, en fait, c'est marrant parce qu'avant de faire Amour solitaire, j'étais directrice éditoriale dans une maison d'édition qui s'appelle Des Lettres, spécialisée dans le genre épistolaire. Donc, on ne publiait que des correspondances de grands auteurs. Tout ce que je t'ai dit, tu connaissais déjà, en fait. T'as écouté gentiment, patiemment. Non, bien sûr que non. Et c'est assez marrant parce que en plus, j'étais spécialisée dans les lettres d'amour. Donc, c'est assez drôle. On n'a rien à envier aux grands auteurs aujourd'hui. On a tellement des beaux messages qui dépassent les lettres d'amour. Mais Amour solitaire, c'est un peu ça aussi, c'est lutter contre l'éphémère de la mémoire numérique. C'est un peu un travail d'archivage pour pas qu'on oublie en fait. Et concernant le livre, je suis en train de bosser sur un livre qui sera publié normalement en fin d'année. Ok. Donc une sélection de ta sélection, parce que j'imagine que tu peux pas mettre tous les. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où je trouvais pas ça très intéressant de juste faire un best-of des messages. Donc ça va être un roman sous forme de capture d'écran, où en fait j'ai essayé de faire se répondre des messages que j'ai reçus les uns avec les autres, et donc tu suis l'histoire de deux personnes sur plus de 2 ans par leurs messages. Donc il y a aucune narration, juste des dates, des heures et des chapitres. Donc l'histoire avance juste par leur échange de messages que tu peux lire. Voilà. C'est génial. Ça vous plaît? J'ai envie c'est marrant, mais je sais pas si vous avez ça sur Instagram quand vous scrollez. J'ai de plus en plus de pubs comme ça qui sont des espèces d'histoires d'horreur. Alors on est plus dans l'amour. Et genre tu vois le premier SMS arriver. Enfin c'est juste une conversation SMS, donc tu vois t'es où? Tu viens de rentrer, et l'autre il dit bah non je suis pas là, et l'autre lui fait mais là j'ai entendu un bruit, mais c'est qui? Et l'autre lui répond ne bouge plus. Et en fait c'est hyper prenant parce que t'as
t'as ce truc de message qui fait que c'est tellement présent dans notre vie, ces conversations par message, que voilà, c'est un truc, ça rentre dans ton quotidien à un tel point que tu t'identifies directement, en fait. Tu vois la force du message et l'importance que ça a. Tu peux même t'imaginer en train de le taper ou de le recevoir. Et en fait, tu vois, quand Society a fait sa une après le 13 novembre, et sa une, c'était juste une capture d'écran d'un SMS avec marqué vous êtes où, vous faites quoi, machin. C'était exactement ça. Et en fait, ça résonne en toi parce que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes vécu, parce qu'on a tous reçu ces SMS à ce moment-là. Et je pense que c'est le truc qui aujourd'hui nous transcende le plus et transcende le plus les différences, parce on reçoit tous on envoie tous des SMS. Enfin, moi, j'en envoie à ma mère, tout le monde envoie des messages. En plus, on dit SMS, mais c'est même plus des SMS. Qui envoie encore des SMS? Oui, c'est vrai que je dis SMS depuis tout à l'heure, mais tout le monde a WhatsApp, iMessage, Messenger. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'en vrai, vous envoyez encore des textos? Moi, j'avoue, je le fais. C'est peut-être pour ça que je dis encore SMS. Je suis un peu vieille, de Android à Android, ou de iPhone à Android. T'envoies des textos? De moins en moins, mais ça m'arrive encore un peu. Tout de même. Ouais. Bah justement, moi je trouve que pour les relations sentimentales, enfin ou peu importe, amoureuses, on va dire au sens large, moi j'aime bien l'idée d'envoyer un SMS. Ah ouais. Et d'en recevoir un. Toi t'es plus SMS que Messenger. Ah ouais, moi si tu veux pas le petit sticker. Je sais pas, justement, j'ai l'impression que la personne elle a pris soin d'aller m'envoyer un petit SMS, voilà, j'ai un peu ce côté, parce qu'aussi voilà, vous avez compris que j'aime bien les lettres, donc peut-être qu'il y a ce côté-là aussi. Mais je trouve qu'il y a une différence quand même, on compare beaucoup, on dit que ça n'a rien à envier aux lettres, aux conversations épistolaires, mais il y a quand même quelque chose qui différencie, c'est l'instantanéité et le nombre des messages qu'on envoie. Je trouve qu'on peut pas non plus parler de la nouvelle lettre d'amour, tout simplement parce qu'on a quand même, on n'a pas le même temps, enfin c'est quelque chose, enfin ça peut prendre du temps d'écrire un beau message, mais c'est pas, t'as pas ce temps où tu vas attendre 3 jours avant que la personne le reçoive, ou tu vas mettre une journée à l'écrire et puis il y a une rature donc tu vas refaire. C'est la seule chose qui change. Et les 3 petits points. Est-ce que cette forme et les 3 petites bulles, est-ce que ça changerait pas quand même un petit peu la manière dont on exprime nos sentiments amoureux, le fait de tu peux te faire une déclaration et 3 minutes après écrire oups, mauvais destinataire. Bon, ça va faire un peu con. La tristesse. Mais non, mais tu sais, genre t'assumes plus, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est quand même triste du coup. Mais new phone who this, enfin ça tu dis, bon bref. Mais oui, je me demande si ça conditionne quand même, ça montre sûr. Quand même un peu pas. Mais en fait, c'est que la lettre d'amour, elle est pas morte, c'est juste qu'elle a évolué avec les nouveaux supports technologiques qu'on a, et notamment l'instantanéité. L'instantanéité, ça permet d'envoyer des sextos de dingue, par exemple, parce que chose qu'on pouvait pas particulièrement faire. Évidemment, on envoyait des lettres érotiques, mais le sexto, il marche parce que t'es sur l'instantané, que t'as l'autre en face qui a une répartie et qui rentre dans un jeu. Et c'est bien parce que ça remodèle, du coup, nos manières de communiquer. Mais après, c'est clair, il y a énormément de différence entre le SMS amoureux, la lettre amoureuse, mais c'est une évolution de la lettre amoureuse, en fait, qui se nourrit des nouveaux outils qu'on a. Enfin, je pense en tout cas. Mais elle n'est pas morte, elle évolue. Une autre manière d'exprimer ses sentiments. Et du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur la dimension poétique qu'il y a dans les messages. Est-ce que du coup, tu avais l'impression, enfin, tu t'es dit sur Instagram, c'était une évidence de le mettre là, parce que justement, sur ce réseau social, il y a vraiment une importance de l'esthétisme et du beau. Alors non, je me disais plutôt que j'avais envie de travestir Instagram, qui est le royaume de l'image et des photos, en ne publiant que des mots. C'était un peu un acte transgressif voilà. Oui, parce que ça aurait pu être un compte Twitter ou autre chose. Ouais, mais je trouvais ça intéressant justement c'est vraiment ça, de travestir le réseau social dédié à l'image. Okay. Est-ce que maintenant tu te sens responsable d'une communauté ? Parce que tu sais, t'es suivi par 120 000 personnes, c'est beaucoup. Il y a plein de gens, tu dois recevoir des propositions de partenariat, des personnes qui te proposent de marques. Qui t'envoient peut-être des messages d'amour. Il y a peut-être des gens qui t'envoient des messages très tristes aussi avec beaucoup de désespoir. Comment tu fais toi pour gérer ça, cette nouvelle communauté de personnes, et comment tu gères 120 000 personnes qui soudain projettent peut-être des choses sur toi? C'est pas toujours évident, parce qu'en plus je suis quelqu'un de très empathique naturellement, et c'est un condensé d'émotions humaines, amour solitaire, et c'est difficile parfois pour moi de mettre un filtre. Franchement, c'est une vraie responsabilité, et j'aurais pas imaginé prendre ce rôle, surtout que le projet est en train de devenir militant. Donc moi, j'ai des vraies choses à porter, et en même temps, j'ai des choses à dire et à combattre, etc. Donc je pensais pas du tout être dans l'incarnation du projet. Finalement, je le suis de plus en plus par la force des choses, même si vous me verrez jamais en photo sur Amour Solitaire, parce que c'est pas du tout le lieu. Mais franchement, c'est une vraie responsabilité, et parfois c'est un peu effrayant, mais franchement, par rapport à tout l'amour qu'on m'apporte et tous les échanges incroyables que j'ai, et vraiment, enfin, je passe ma journée en fait à discuter avec des centaines de personnes, et c'est tellement nourrissant, et honnêtement, c'est la plus belle des communautés, parce que tout le monde est extrêmement gentil, bienveillant, dans le respect, donc
franchement, c'est une responsabilité, mais qui est hyper sweet, quoi. Pour moi, c'est génial. Après, au plus ça grossit et au plus je suis confrontée peut-être à des retours qui sont différents et tout, mais après c'est aussi le jeu. Mais honnêtement, je pensais pas que ce serait une telle responsabilité, mais ça l'est en fait, finalement. Et comment tu gères ça? Tu travailles en ce moment, ou est-ce que tu te focalises à plein temps sur ton projet de livre ou de gestion du compte? Là, je suis à plein temps sur Amour solitaire. Donc en fait ça demande énormément de temps parce que le système entier repose sur la confiance que les gens m'apportent. Donc je réponds à tout le monde, j'échange avec tout le monde et en même temps il y a 300 messages par jour. Ouais, je réponds à tout le monde. Waouh. Ah oui, je comprends. Quand t'es arrivé, on va dire à nos auditeurs, quand t'es arrivé, t'as dit j'ai une grosse journée et tout, mais je me rendais pas compte que c'était une grosse journée en plus de devoir répondre à 300 personnes. Moi, je dois répondre à 2 personnes dans ma journée. Je suis paniquée. C'est un vrai travail, mais c'est ça qui fait que le compte marche, c'est qu'il y a un vrai lien humain et que les gens sentent qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui est bienveillant avec eux. Et je pense que si je le faisais plus, peut-être qu'on m'enverrait moins de messages parce qu'on perd la confiance. Peut-être. Voilà. Après, à terme, après, si le compte si t'en as 1 million. Puis bon, après, j'essaie de développer d'autres choses aussi pour Amour solitaire. Donc là, il y a le livre, mais j'essaie de développer des formats vidéo. Enfin, j'ai plein d'idées en fait, donc il faut que tout se mette en place et ça demande pas mal de temps finalement. Juste un temps dingue d'archivage des messages, de classement. Enfin, c'est un vrai travail éditorial en fait. T'as acheté un bon disque dur externe pour. Ouais, il faudrait. Pas encore, mais il faudrait. C'est hyper dangereux ce que je fais là. Tellement. En parlant de la modification des rapports amoureux, nous on s'est dit qu'on allait un peu ouvrir la fin de ce podcast et parler un petit peu de l'amour en général sur Internet et comment à la fois les plateformes, à la fois ont changé nos manières de fonctionner. Et est-ce que c'est les plateformes qui ont changé les sentiments amoureux? Est-ce que c'est un sentiment amoureux qui façonne les plateformes? Moi, quand on s'est dit on va parler de l'amour sur Internet, j'ai tout de suite pensé aux youtubeurs en couple qui mettent en avant qui montrent leur amour au grand jour et qui l'utilisent un petit peu comme un argument marketing profond. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des célébrités qui mettaient en avant leur couple. C'est pas nouveau, on n'est pas en train de dire que les youtubeurs ont réinventé le game, mais moi j'ai été surprise de voir la manière dont les vidéastes mettent en scène ou annoncent leur rupture. Alors c'est vrai que en France on a un couple par exemple qui s'appelle David Lafarge Pokémon et Miss Jirachi, je sais pas si tu les connais. Voilà. Ouais. Et lui, David Lafarge Pokémon, il a posté une vidéo début décembre 2017 en annonçant ça. Yo, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, ça va. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je pense que vous l'avez compris avec le titre. Aujourd'hui, on vous annonce officiellement que moi et Miss Jirachi, nous ne sommes plus en couple. Voilà. C'est fini entre nous. Ce n'est pas une fausse vidéo, c'est pas une vidéo fake, c'est pas un prank ou autre chose, c'est pas un défi. C'est vrai. Peut-être que pour certains vous l'auriez compris, peut-être que vous l'avez vu, parce que nous ne faisons plus de vidéos ensemble depuis déjà quelques semaines, quelques jours, quelques temps déjà. Et voilà, on vous l'annonce officiellement sur ma chaîne YouTube, que voilà, nous ne sommes plus ensemble. Voilà. Donc voilà, et en fait ça dure pendant 10 minutes. David Lafarge Pokémon annonce que lui et Miss Jirachi, c'est fini. La vidéo fait 2,3 millions de vues, parce qu'en fait c'est un couple très important du YouTube game français, comme on dit. Et en même temps, donc c'est pas les seuls. Il y a eu récemment, il y a eu Natou et Kemar. Il y a eu aux États-Unis, il y a pas mal de couples également qui misaient sur ça, qui sont séparés. Je pense à Shannon et Kami, qui étaient un couple de youtubeuses qui était très très populaire. En fait, je parle d'elle parce que ce qui m'a surpris, c'est que c'était donc 2 filles qui ont créé presque leur chaîne ensemble. Enfin, c'était la chaîne de Shannon, mais elle invitait beaucoup sa copine et elle faisait des millions de vues à chaque fois. Elle se mettait en scène. Et en 2016, elles ont rompu. Donc elles font une vidéo qui explose le nombre de vues et elles se séparent. Et là, la chaîne de Shannon continue toute seule. Et la chaîne de Shannon, du coup, ne fait que 100 000, 200 000 vues. C'est plus du tout la même chose. Et récemment, elles ont refait une vidéo qui s'appelle Moi et mon ex, ou Mon ex et moi, comment on fait. Et j'ai vu ces deux deux femmes, côte à côte, extrêmement gênées, pas du tout à l'aise, mais elles avaient besoin de faire ça pour regagner une certaine attention, pour regagner un nombre de fans. La vidéo a fait 650 000 vues au lieu de 100 000. Tu sens vraiment que c'est quelque chose qui forge la manière dont leur célébrité s'est construite. Et du coup, il y a tout un questionnement autour de ça, je trouve, dans la manière dont les spectateurs, pourquoi les internautes
privilégie tellement les vidéos de couple par rapport à une vidéo classique d'un youtubeur tout seul. Mijirachi et David Lafarge Pokémon, c'était des gens qui vraiment ouvraient des paquets de cartes Pokémon devant un écran, mais il suffisait qu'ils soient tous les deux pour que ça explose. Parce que il y avait cette envie, ce besoin, alors ça c'est peut-être mon analyse en tant qu'internaute qui regarde des vidéos de temps en temps, t'as envie de déceler cette petite dose de vrai en plein milieu de beaucoup de faux. Donc c'est beaucoup de mise en scène de couple, mais dans les commentaires parfois t'as des internautes qui vont dire ah ouais là il y avait un petit clin d'œil, ça se voyait qu'ils étaient naturels, ah ouais là vous avez vu ce bisou volé, ah vous l'avez vu ce petit geste sympathique à la fin. Et je trouve que du coup, ça montre qu'il y a une vraie demande de l'amour, de visionnage de l'amour et de trouver des preuves d'amour sincères dans beaucoup de maquillage et beaucoup de mascarade. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était le but de ma chronique d'arriver à ce moment-là. Cette fragilité qu'on évoquait, c'est une manière de la retrouver chez des gens, voilà. Même si YouTube, quoique maintenant, si on a des gens sur YouTube qui sont des célébrités et qui sont des gens qui nous semblent intouchables, peut-être que les voir en couple ou avec la personne qui partage leur vie, c'est peut-être une manière de, je sais pas, se dire finalement ils sont comme nous. C'est ce que toi, par exemple, en tant que spectatrice, si tu regardes des fois ce genre de choses ou si tu suis des gens, je sais pas, est-ce que toi aussi, tu penses que c'est ça, peut-être une sorte de fragilité ou d'humanisme? J'arrive pas à savoir, mais je pense que ça humanise peut-être des personnes qui nous semblent inaccessibles. Je pense que de toute façon, en règle générale, dans Internet, en ce moment, on a besoin d'avoir recours à des choses qui paraissent vraies, qui paraissent humaines en fait, des choses qui sont pas incarnées, parce que tout le monde incarne tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est pas ça. C'est plus un souci d'honnêteté, j'ai l'impression. Okay. Est-ce que ça veut dire que Mais dans ce cas-là, pourquoi la vidéo de rupture elle-même, elle a marché du tonnerre? Ça marche du tonnerre, bien sûr. Mais évidemment, parce que du coup, les gens sont investis dans un couple et c'est important. Mais c'est vrai que moi, c'était cette notion de fragilité, de sincérité qu'on essaye de récupérer au milieu comme tu dis, sur Internet, on est beaucoup dans la performance et que ce soit sur nos comptes professionnels, nos comptes privés, tout le monde performe énormément. Et quand tu dis j'ai détourné les comptes d'Instagram, les codes d'Instagram, c'est exactement ça. C'est que il y a beaucoup de gens qui suppriment leur photo Instagram parce qu'elle a pas assez de likes et qui reviennent en arrière. Donc je trouve que ce compte que tu as créé et en même temps ça répond un peu à un besoin de trouver du sincère dans quelque chose de peut-être très virtuel et du coup de dématérialisé, je pense que c'est tout à fait ça. C'est un peu une bulle d'honnêteté, d'humanité, de bienveillance et qui sont de plus en plus rares en fait finalement sur Internet. Mais alors du coup, je reviens juste sur l'exemple que tu donnais, Marie. Là où je suis plus étonnée, c'est que si on pense à cet argument-là, comment expliquer que la vidéo où donc les deux youtubeuses reviennent ensemble, qui pour le coup est plutôt un peu gênante à regarder, à ce moment-là, comment expliquer que c'est juste qu'elles se retrouvent? Alors peut-être que tout le monde se dit elles vont redevenir ensemble. Moi, je t'avoue, c'était une espèce de fascination malsaine que j'avais à voir ce truc se dérouler devant mes yeux et prendre feu, vraiment un tourbillon de malaise. C'est ce moment où tu t'arrives pas trop à te détacher et puis t'essaies de comprendre pourquoi elles font ça en fait, t'essaies de comprendre, t'essaies de voir un peu c'est comme la recherche du vrai derrière les apparences, parce que pourquoi font-elles ça et puis t'essayes de voir laquelle des deux la plus dègue, tu vois, laquelle des deux a gagné la rupture, et du coup t'es toujours dans quand même une espèce de recherche d'aller derrière la façade. Et voilà, c'est ce qui ça m'avait assez marqué dans le thème de l'amour, mais on a les ruptures, mais il y a aussi évidemment les moments de séduction, et j'imagine que sur Amour Solitaire on a quand même beaucoup de SMS qui parlent de séduction et de ces premiers moments là. Moi j'en parlais à Nelly, j'ai dit mais on a parlé des 3 petites bulles, c'est les 3 petites bulles qui rendent folle, et tous ces outils là qui sont arrivés au fur et à mesure dans nos pratiques, qui pour moi ont vraiment changé la manière dont on envisage, la manière dont on parle aux gens. Genre le OK vu, le vu à telle heure, qui a été instauré sur Facebook, qui a été instauré sur WhatsApp, c'est l'enfer absolu ce truc. C'est l'horreur. Et ça me fait rire parce que j'ai publié là récemment un message sur Amour Solitaire de quelqu'un qui envoie « Je déteste tes vues ». Et la personne lui répond « Même celle que j'ai sur toi ». Et j'avais trouvé ça génial, magnifique, mais c'est la dictature, le vu, c'est une horreur, sérieux. C'est affreux. Et je me demande quel était le but derrière ça, qui va inventer, parce que ça pour le coup c'est vraiment une invention venue d'en haut,
qui conditionne littéralement la manière dont aujourd'hui on va ouvrir ou pas un message pour regarder. Et maintenant, quand tu décides de ne pas ouvrir tout de suite un message parce que tu veux pas que l'autre reçoive un vu, et ben l'autre voit que tu as quand même été connecté à une certaine heure, mais tu n'as pas ouvert le message. Mais il comprend tout à fait en fait ce que tu as fait. Mais bien sûr. Et en fait, tu te rends compte qu'on est tous et toutes, on fait les mêmes, on se croit peut-être différents, mais on fait tous les mêmes choses, quoi. En plus, on rentre dans le jeu puisque on ne veut pas que l'autre ait le vu, alors qu'on pourrait décider qu'on s'en fiche et que l'autre aura le vu, mais on contribue finalement. Et du coup, ça appelle. C'est marrant parce que ce vu-là, il appelle une réponse, alors qu'en même temps, on est dans une société qui voudrait que on soit plus distant et qu'on se montre pas. Donc, c'est assez paradoxal la manière dont ces outils nous forceraient à aller à l'encontre de ce qu'on d'autres nous disent de faire. Ouais. Ça vous laisse en train de méditer sur ça. Ça vous laisse pantoise. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai que c'est totalement paradoxal, mais bon, finalement, est-ce qu'en ça rejoint pas l'amour, ce sentiment qui est finalement, pour faire un petit peu la petite philosophie du dimanche, là, le comptoir. Mais alors, c'est quoi votre meilleure technique de drague en ligne ? Je m'explique. Alors, en fonction des plateformes, j'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert les personnes qui vont voir tes likes Twitter pour voir si t'as une meuf ou un mec. Il y a des gens qui font le Instagram Trap. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est les tu sais, quand tu fais des stories sur Instagram, tu peux voir qui a vu tes stories. Et donc, il y a un ou deux articles il y en a un qui est sorti dans le New York Times récemment, qui montrait la manière dont les gens utilisaient aujourd'hui les stories pour lancer des espèces de petits pièges, non seulement aux gens qui veulent pécho, mais aussi à leur ex, en essayant de voir si ton ex regarde encore ta story, c'est qu'il est pas tout à fait très pénible, mais en même temps, en fait, apparemment, au final, c'est des choses que tu peux pas t'empêcher de regarder, tu peux pas t'empêcher de lutter contre ça. Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez ? C'est une très bonne question. Est-ce que vous êtes pas que j'ai été jusqu'à faire une story, genre je fais pas beaucoup sur Instagram, donc je suis pas un bon exemple. Toi, tu peux juste un statut Facebook. Puis moi, non, mais j'aime pas draguer sur Messenger, franchement, je trouve ça tellement impersonnel. T'envoies des SMS, voilà, moi, je suis la vieille de l'émission, j'envoie des SMS, je pourrais envoyer des lettres d'amour, franchement, si je voulais. J'ai jamais fait. Tiens, je devrais le faire. Tu l'as jamais fait? Vraiment, la lettre, la manuscrite et tout, bah non. Appeler, par contre, alors je sais que c'est un vrai truc, ça, c'est très marrant, mais moi, appeler, tu vois, je trouve ça sympa. Alors je vais pas le faire moi-même. Alors par contre je le ferai pas. Mais si quelqu'un m'appelle, je trouve ça sympa. Ça m'a donné une petite pulsion, pulsion d'angoisse. Mais là on a. Mais c'est hyper rock'n'roll d'appeler aujourd'hui. C'est que vraiment t'as confiance en toi et que tout à fait. C'est hyper transgressif d'appeler. Est-ce que c'est vraiment pardon? T'appelles toi du coup? Ça m'arrive, ouais, j'aime bien. Ouais, ça m'arrive, mais franchement, c'est assez rare. Moi, ça me fait paniquer, j'ai l'impression que quelqu'un est mort. Si on m'appelle, franchement, je comprends. Si quelqu'un passe un coup de fil maintenant, le pire, le message vocal, l'enfer sur Terre. C'est vrai. Moi, je fais partie des gens qui n'écoutent pas les messages vocaux sur leur téléphone. Je sais pas si je comprends, c'est hyper angoissant. Trop grosse angoisse de la boîte vocale. Si vous me laissez un message sur ma boîte vocale, je ne saurais pas ce que vous voulez me dire. C'est pas le bon moyen de draguer Marie Turcot. Non. Information de ce podcast. Non, mais Morgane nous a pas dit comment. Est-ce que c'est des outils que est-ce que tu prends conscience également de tous ces petits mécanismes auxquels les gens ont recours, ces petits trucs? Moi, j'en prends souvent conscience parce que les gens mettent dans leur story des screenshots de messages d'amour solitaire pour faire passer un message et ensuite ils m'envoient la conversation que ça a déclenché en disant c'est bon, ça a marché, tu vois. Bien. J'adore et c'est vraiment un peu ça, genre des bouteilles jetées à la mer qui ne sont pas adressées à personne, mais parmi le lot, tu te reconnaîtras dedans. C'est à toi que je pensais en lisant ce message. J'avoue, je l'ai fait. Ah ouais, tu l'as fait? Ouais. Bon, je l'ai pas, mais je suis en couple, donc j'ai envoyé à la personne avec qui je suis, et enfin, c'était mignon, tu vois, et du coup, ça marche. Je vous conseille. Ah bah écoute, génial. Ça déclenche des conversations. Ben voilà, parfait. Comme ça, vous pouvez repartir de ce podcast avec les conseils de séduction. Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour du coup? Ouais, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? Est-ce qu'on a parlé? J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Hein. Ouais. Non, ouais, ça me semble bien. Juste, moi, je voulais, pour être sûre, tu publies à quel rythme sur ce compte? C'est tous les jours? Tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez votre petite dose de love tous les jours, rendez-vous sur Amour Solitaire. Et soyez patient, parce que vraiment, Morgane reçoit beaucoup de messages. Ouais, voilà. J'ai beaucoup de retard, mais je réponds à tout le monde. Aux 300 messages. Donc, si vous envoyez un petit mot à Morgane, vous aurez peut-être une réponse dans les 3 jours ouvrés. Dans les 3 jours ouvrés. Même plus. Dans les 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Voilà. Très bien.
je crois que ce podcast s'achève. On va éviter de l'achever sur un OK vu pour ne pas heurter nos auditrices, nos auditeurs. Eh bien, merci beaucoup Morgane Hortin d'être venue nous voir. Avec grand plaisir. C'était passionnant. C'était cool. Merci à vous. Merci Marie d'avoir participé pour la première fois avec brio à cette belle animation. À ce 11e club internet. Et donc, je vous donne rendez-vous probablement le mois prochain pour encore d'autres aventures mirobolantes, d'autres invités sur le monde merveilleux de la tech. Salut. Salut. Salut.